Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de PLB Club. Au programme, comme d'habitude, l'actualité et les affiches de Première Ligue et de Bundesliga. Salut Serge. Salut. Salut Ben. Salut Philippe. Il reste grosso modo un mois et demi de compétition. On entre dans le sprint final, le stress, la tension monte. C'est donc une période très excitante, notamment en Angleterre. Et on va précisément commencer avec notre chapitre anglais. Pas de Première Ligue le week-end passé, c'était un week-end réservé à la FA Cup. Voici les résultats des quarts de finale et les affiches des demi-finales. Arsenal éliminé par Southampton, ça c'est la surprise de ces quarts de finale. Cela dit, City 4-0 contre Liverpool, c'est pas mal non plus. Et on peut se dire qu'il y a un Belge à chaque fois qui accompagne ses équipes, ou presque, Doku avec Man City, Lavia qui était titulaire face à Port Vale avec Chelsea, et puis Bornau qui est monté quand même dans ce match à West Ham, et puis Southampton, n'oublions pas, qui était dirigé par Will Steele en début de saison. Bon, ça s'est fini prématurément, je pense, début novembre. Voilà. Bon, ben voilà, les demi-finales, Chelsea, Leeds, Manchester City, Southampton, Chelsea et City sans doute favoris, évidemment, de cette FA Cup. Ces deux équipes vont s'affronter aussi ce week-end, donc on va en reparler dans un petit instant. Ce sera dimanche. Mais justement, pour parler de Première Ligue et de la prochaine journée, il faut aussi parler de ce match qui aura lieu avant le choc entre Chelsea et City, ce match entre Arsenal et Bournemouth. Arsenal, Serge, qui restait sur deux contre-performances en FA Cup et en Coupe de la Ligue, mais qui a bien réagi quand même ce mardi en Ligue des Champions. Un pas décisif peut-être vers la qualification 0-1 au Sporting du Portugal. Une victoire en match aller en déplacement face au Sporting. C'est jamais un déplacement facile, donc je pense que c'est quand même très positif. Il y a les deux échecs. Il y a 3 semaines, on parlait de quadruple ou de quadruplé. Maintenant, on va un petit peu se calmer. C'était du fantasme. Il faut surtout se reconcentrer. Je pense que l'objectif, c'est quand même le championnat. La Ligue des Champions, ça restera le bonus. Il a fait tourner en Cup du côté de Southampton. C'était un match piège, parce que Southampton, c'est quand même une équipe qui est en forme. Quand Will Steele l'a quitté au mois de novembre, ils étaient 21e. Là, ils ont été gagnés mardi soir 1-5 à Wrexham, dans un match vraiment pour le top 6. Là, ils sont 6e, et à mon avis, ils seront favoris s'ils se qualifient quand même pour les playoffs en Angleterre. Donc, c'était pas un match facile. Il a fait tourner Arteta. Il manquait quand même Declan Rice, il manquait Zubimendi, il manquait Saliba. Donc voilà, il fallait mettre les priorités quand même et faire tourner l'effectif et peut-être garder justement un peu de fraîcheur pour la Ligue des Champions. La victoire fait du bien. Voilà, maintenant, c'est la dernière ligne droite. On sait que c'est le moment le plus difficile de la saison. Je pense qu'on reste quand même très positif avec l'avance sur Manchester City. Mais il faut absolument gagner ce match à domicile face à Bournemouth. Oui, ça c'est clair. Arteta, avant la victoire de ce mardi au Sporting, il était resté quand même assez optimiste. On va l'écouter. C'était juste après la défaite face à Southampton. I love my players. When what they've done for 9 months, what am I going to do now? Criticize them because we lost a game here in the manner that they try, and the way they are putting the bodies through everything. Some of them that probably they didn't even have to be here today. I'm not going to do that at all. I'm going to defend them more than ever. If someone has to take responsibility, that's me. And we have the most beautiful period of the season ahead of us. And now is a moment. In the season, you always have moments, normally 2 or 3. This is the first moment that we have with certain level of difficulty. We're going to say difficulty when we're going to play the Champions League quarterfinals and the runner for the league. If it's this a difficult period, I believe that there are many other ones that are much more difficult. So stand up, make yourself countable and deliver like we've been doing all season. Voilà, mais c'est important de rester positif, discours positif et puis résultat justement marquant avec cette victoire 0-1. Après, je peux comprendre qu'il reste positif, 9 points d'avance comme tu l'as dit. Il y a ce match qui va arriver dans une dizaine de jours à Manchester City, mais un partage pourrait suffire, je veux dire, dans la dynamique d'Arsenal. Bon, c'est 9 points d'avance avec un match de plus, donc ça pourrait être réduit à 6. Un partage à City, et je pense que là, la voie du titre serait complètement ouverte. Mais City monte en puissance et Arsenal a connu un petit couac. Perdre une finale de Coupe de la Ligue face à City, c'est pas une catastrophe.
se faire éliminer à Southampton dans un match quand même très compliqué avec une équipe de Southampton Et avec survoltée. ce gros turnover dont tu Oui, parlais avec aussi. cette tournante, voilà, c'est un accident, mais voilà, il reste encore quand même pas mal de bonnes choses et des choses positives. La preuve, cette victoire à Lisbonne en match aller. But de Havertz dans le Ouais, temps additionnel. additionnel, ouais. Ça n'a pas été un grand match d'Arsenal, mais voilà, le résultat est là. Bon, la grosse affiche de ce week-end, c'est Chelsea-Manchester City. Ce sera dimanche à 17h30. Et pour ce match, on accueille Jean-François, qui pour une fois n'est pas à nos côtés en plateau, mais qui est avec nous en visio. Salut Jean-François, comment vas-tu? Salut Philippe, salut tout le monde. Ben, ça va bien, ça va très bien. Voilà. Prêt à parler de ce match de dimanche, puisque j'aurai l'occasion d'aller à Londres pour le commenter. Justement, c'est pour ça qu'on est avec toi aussi, puisque tu seras là-bas du côté de Stamford Bridge. C'est toujours un plaisir, évidemment, d'aller là-bas du côté de Londres, comme dans tous les stades anglais. Hein, c'est toujours un plaisir d'aller voir les rencontres sur place. Alors justement, Chelsea-Manchester City, une question. Citizen Can. Alors Benoît, c'est toi qui as choisi cette question, et donc c'est toi qui vas l'expliquer. Bah oui, est-ce que City peut le faire, continuer sur sa belle lancée? Et ça fait bien évidemment référence à un chef-d'œuvre du cinéma, hein, ce film d'Orson Welles de 1941. Et Man City est quand même aussi, je pense, une des très belles œuvres de ce 21e siècle. Ah, voilà. Et puis Yes We Can aussi, non? Oui, aussi. De la campagne de Barack Obama. Voilà pour les références de Ben. Bon, alors, Citizen Can or not Can? Bah, ils l'ont fait cette dernière saison, donc il y a un espoir. Il y a un espoir, ils sont capables de le faire. Et ils prouvent maintenant quand même qu'ils ont trouvé leur rythme, on va dire plutôt qu'ils tournent à pleine puissance maintenant depuis quelques matchs. Donc pourquoi pas? Favori à Chelsea? Oui, je pense, parce que là, ils sont quand même un petit peu sur le déclin à Chelsea. Ils ont besoin de se remonter les manches. Jean-François, on va regarder ensemble les 12 derniers matchs entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues. Il y a 9 victoires de City, 3 partages. City invaincu depuis 12 matchs. Et tu le constates, dernière victoire de Chelsea, c'était la finale de la Ligue des Champions 2021, 1-0. Ça t'inspire quoi? Est-ce que ce genre de stats peut avoir un impact sur l'esprit des Blues ou pas du tout? Oh, je ne sais pas si ça peut avoir un impact. On va dire que c'est une statistique qui peut peut-être donner un discours positif du côté de Pep Guardiola. Maintenant, la configuration de ce match aussi est un peu particulière parce que Chelsea est un peu dans le dur. Et ça, vous allez en parler. Enfin, on va en parler tous dans quelques instants, mais oui, sans doute que quelque part, en tout cas, du côté de Chelsea, il va falloir trouver quelque chose pour mettre cette équipe de City en difficulté. Je pense que la formule, ils la connaissent. Ils savent qu'il faut pouvoir mettre la pression sur Rodri. Ils savent quels sont les espaces à exploiter. Ils savent que les transitions seront importantes. Mais je trouve aussi que City, dans ces dernières semaines, a fait preuve de beaucoup de maturité, voire même défensivement, ils ont pas mal réglé de soucis, notamment sur les transitions. Donc moi, je pense que ça reste un match ouvert, évidemment, parce que c'est un match de Première Ligue, mais je donnerais un petit avantage à City. Maintenant, à l'extérieur, il faut pouvoir gagner. Ça, c'est peut-être le souci, c'est que je les vois assez bien aller chercher un partage. Gagner, ça, ce sera encore autre chose. Ouais. La situation de Chelsea, elle n'est pas au top. Hein. C'est vrai que du côté de City, là, pour l'instant, on est dans une bonne dynamique, mais du côté de Chelsea, je vais dire sur le terrain et en coulisses, la situation sportive, d'abord, c'est, oui, ok, 7-0 contre Port Vale en FA Cup. Sinon, en Première Ligue, Chelsea est 6e à 1 point de Liverpool, qui est 5e, et à 6 points d'Aston Villa, qui est 4e. Et puis, on va le voir, les derniers résultats, quand même, sont insuffisants. 5 points sur 18 quand vous voulez intégrer le top 4 ou le top 5. C'est compliqué. C'est compliqué. Et depuis cette dernière victoire de Chelsea contre Man City, il y a quand même eu 6 managers différents sur le banc des Blues qui se sont succédés. 2 fois Lampard, il y a eu Tuchel, il y a eu Maresca, il y a eu Potter, il y a eu Pochettino. Et le changement de propriétaire. Maintenant, Rosseigneur, le changement de propriétaire. C'était peut-être avant la finale. Voilà, ça, c'était avant la finale. Juste avant la finale. Et puis face toujours à l'éternel Guardiola qui, lui,
reste en poste. Oui. Rosenior, bon, parlons de lui. Il a gagné ses 4 premiers matchs. Ensuite, 5 points sur 18 et un total de 17 sur 30. Vous savez que c'est le 4e bilan de Première Ligue depuis son arrivée, derrière United, Arsenal et City. Donc, en soi, c'est pas mal. Mais je pense que, vous allez me donner votre avis, que c'est peut-être le climat dans le club et autour de l'équipe qui est quand même bizarre. Tout d'abord, Enzo Fernandez, Serge, il a été suspendu 2 matchs par le club. Tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'on s'interroge quand même. Parce qu'il a dit qu'il aimait beaucoup Madrid et que c'est un endroit où il aimerait bien s'installer. Moi aussi. On est tous d'accord. Et ouais, suspendu 2 matchs, surprenant. Pourquoi 2 matchs? Bon, il y avait le premier face à Port Vale, c'est pas très grave, mais le deuxième, c'est quand même face à Manchester City. Oui. Je sais pas, pourquoi pas une amende, pourquoi pas 3 matchs, pourquoi pas 6 matchs et en 2 matchs. Voilà, c'est une décision interne. Je pense que ça relève quand même d'un sérieux malaise parce que c'est pas le seul à avoir fait des interviews un petit peu pimentées. Donc il y en a un autre, on va en parler aussi, c'est Cucurella, qui lui n'a pas été puni. Donc je sais pas, ça cache quelque chose en tout cas de pas clair du tout. Ouais. Il y a eu des négociations sur son contrat au début de l'hiver. Javier Pastore, qui est le nouvel agent d'Enzo Fernandez, a dit voilà, mon joueur mérite un meilleur salaire. Il faut savoir qu'il a un contrat jusque 2032 avec Chelsea, donc il a envie de vite renégocier sa masse salariale, Enzo Fernandez. Et la direction lui a dit écoute, Coco, on va remettre tout ça au frigo et on va en parler après la Coupe du Monde. Il y a de la frustration, il y a peut-être aussi un message d'Enzo Fernandez qui n'aurait pas dû diffuser dans une interview avec un influenceur, parce qu'il ne dit pas ça non plus à un grand média, hein. Attention. Il faut se méfier désormais. Hein. Ouais. Alors il a dit aussi que il aime bien Madrid parce que Madrid lui fait penser à Buenos Aires, qu'on mange bien à Madrid et qu'il admire Toni Kroos et Modric. Mais c'est vrai que c'est un petit peu quand même surprenant cette suspension. Jean-François. C'est surtout parce qu'il est capitaine aussi, en l'absence de Reece James. Donc voilà, je pense que c'était vraiment symbolique. Mais Reece James qui va signer. Jean-François, tu n'as pas l'impression que cette décision, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, je dirais, pour Chelsea, avec notamment ce match face à City. C'est quand même, est-ce que c'est pas une perte de temps, une perte d'énergie énorme, alors qu'on est quand même dans une période cruciale? Oui. Il y a une expression, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que là, franchement, je comprends pas très bien. Mais je voudrais juste revenir, à la fois me servir de ce cas-là pour revenir sur Rossenior un instant. Et alors, c'est vrai qu'il y a des algorithmes quand on utilise tous nos téléphones, etc., pour avoir des nouvelles. Et voilà. Et moi, j'ai souvent Rossenior qui revient dans mon fil d'actualité. Mais je trouve que sa communication, pour l'instant, est très particulière. On a l'impression que il s'en prend à Enzo Fernandez. On ne sait pas trop pourquoi. Je note au passage que vous appréciez tous la ville de Madrid, donc vous n'êtes pas loin de la suspension non plus. Attention. Et puis simplement pour dire que je pense que on a comme l'impression qu'il est un peu, on se sert un peu de ce cas-là, de ce cas Fernandez, pour pouvoir peut-être mettre un peu d'ordre dans le club et retrouver une forme d'autorité. Parce que franchement, si ce qu'il a dit, c'est ce qu'on sait par les journaux, donc c'est-à-dire à peu près rien, je comprends pas vraiment cette suspension et je trouve ça même un peu ridicule. Et c'est un peu se tirer une balle dans le pied au moment peut-être le plus crucial de la saison pour eux. Ce qui est bizarre aussi, c'est que Cucurella également, il a fait des déclarations. Lui, il a dit une proposition du Barça, ça ne se refuse pas. Il a même critiqué la direction par rapport au changement d'entraîneur. Il a été beaucoup plus loin parce qu'il a parlé de la politique aussi du club, qui est d'investir dans des jeunes, mais il manque des joueurs cadres, ce qui explique un petit peu aussi la débâcle du côté, en Ligue des Champions face au PSG. Donc lui, il met en cause quand même la politique du club, ce qui est quand même, à mon avis, plus significatif que dire qu'on aimerait bien vivre à Madrid. Et lui, apparemment, a été discuté après avec Rossenior et tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il y a quand même une petite rébellion de la part peut-être des joueurs cadres face à Rossenior. Je pense qu'ils n'ont pas ils n'ont pas bien accepté le départ de Maresca non plus, l'arrivée de Rossenior. Voilà, tout ça, à mon avis, a mis quand même une très mauvaise ambiance dans le vestiaire du côté de Chelsea. Allez, on va écouter Liam Rossenior précisément sur la suspension d'Enzo Fernandez. As a football club, with me as part of that process, we've made a decision. He won't be available for tomorrow's game and he won't be available for Manchester City on next Sunday. I think for Enzo, it's disappointing to speak in that way. What I will say about Enzo is in terms of him as a character, as a person,
I've got no bad words to say about him, but I think a line was crossed in terms of our culture and what we want to build. So we had to make a sanction, and that was a decision we've made. Firstly, as a character, as a person, as a player, I have the utmost respect for Enzo Fernandez. What he's achieved in his career, the player that he is. He's frustrated because he wanted Chelsea Football Club to be successful this year. He still wants that, and we still can be. In terms of the decision, I've said this from day one, it's not all about just me. It's not all about the sporting directors or the ownership or the players. We are aligned in every decision that we make. So it was a joint decision. And saying that the door is not closed on Enzo, that's very important. It's a sanction. You have to protect, especially this football club. This is a winning football club with traditions of success. You have to protect that culture. And I think in terms of that, the line was crossed in the international break. Jean-François, ça passe au sein d'un groupe, ça, ce côté un petit peu cassant, autoritaire, punitif? Je sais pas si ça passe au sein d'un groupe. En tout cas, on sent quand même je sais pas, même le ton. Enfin, je sais pas trop comment ils vont récupérer cette situation, en gros, parce que on sent bien qu'il explique que c'est pas vraiment sa décision non plus. C'est un peu une décision du club aussi. Donc c'est ce que je vous disais il y a un instant. Je pense que le club se sert de ce cas-là pour, je sais pas, réinstaurer une nouvelle discipline au sein ou peut-être une culture au sein du club. Mais la culture d'un club ne doit quand même pas empêcher un joueur de dire, tiens, je trouve que cette ville-là ou ce club-là. Enfin, je veux dire, on va faire une comparaison dans un instant, je pense, avec ce qui se passe du côté de City, et on va comprendre qu'il y avait peut-être une autre manière de gérer cette situation. Exact. Ouais, il y a pas mal de doutes quand même sur Senior dès qu'il est arrivé, notamment les consultants, les anciens joueurs de Chelsea ont tout de suite expliqué que pour eux, il est arrivé parce qu'il est plus malléable que Maresca et qu'il va jamais dire non à la direction, et que ce club est devenu surtout un club qui veut faire du business, et le plan sportif passe un petit peu après. Donc voilà, investissement dans des jeunes joueurs. Après, si Enzo Fernandez est transféré pour 150 000 au Real Madrid, je pense que le club va dire oh super, on adore Madrid aussi, va t'installer là-bas, il fait beau, il y a du soleil. Donc voilà, c'est un peu ambigu quand même tout ça. C'est vrai, Jean-François faisait allusion effectivement à la situation qui s'est produite du côté de Manchester City. C'est vrai qu'on peut faire un comparatif avec Rodri, qui lui aussi a déclaré qu'il ne fermait pas la porte au Real Madrid, et que le Real Madrid était l'un des plus grands clubs du monde. Écoutez là, par rapport à ça, la réaction de Pep Guardiola. There is no one player I would think that will turn around a chance to play, Madrid, and understand completely. He was born in Spain, so no, always my wish is that Rodri could stay much longer as possible in this club, and because he's an incredible player, a top player, but life at everyone is everyone. So I know he has proof for many, many years how attached and how close they are in this club. The contribution in this club had been massive. Now I had the feeling that the last 1 or 2 games, like he's really, really back for a long, long period, and this is only I'm concerned. Réaction quand même totalement différente, plus sereine, plus intelligente. Oui, il dit il est né en Espagne, il est même né à Madrid. Il a joué à Madrid, Rodri. Et oui, peut-être qu'en fait, le Real aura Rodri et Enzo Fernandez la saison prochaine au milieu de terrain. Peut-être. Jean-François, ça, c'est une différence entre, je vais dire, un entraîneur qui évidemment a de la bouteille et de la personnalité, c'est-à-dire Guardiola, et un entraîneur qui essaye peut-être encore plus de marquer son territoire? Oui, clairement, il y a une différence énorme entre les deux formes de communication. Après, Guardiola a sans doute plus de maîtrise aussi de tous ces éléments-là, plus d'expérience, plus de recul, sans doute une direction qui ne lui met peut-être pas le même type de pression non plus. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Mais je me pose encore une fois la question, à quoi ça sert, à ce moment-ci de la saison, il reste 1 mois et demi, d'aller, je dirais, en conflit avec un joueur. Et vous parliez tout à l'heure d'un groupe et la façon dont c'était perçu. Quoi qu'il arrive, c'est jamais bien perçu au sein d'un groupe quand une sanction de ce type-là, en tout cas, est prise. On parle quand même d'une sanction de 2 matchs de suspension, ce qui est une sanction grave. C'est pas anodin. Alors que de l'autre côté, on a le Ballon d'Or en titre, et on a son entraîneur qui dit « Oui, je comprends, à nous maintenant de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir éventuellement l'attirer et le convaincre de rester chez nous ».
quelle différence de discours et quelle maturité d'un côté, c'est-à-dire du côté de City, et quel manque de maturité, me semble-t-il, du côté de Chelsea. Ouais, bah, on est assez d'accord et ça risque, enfin, c'est contre-productif, j'ai l'impression, mais on verra la suite des événements pour City, pour Chelsea, pardon, à propos de City, mais on vient de parler du départ éventuel de Rodri. Il y a aussi le départ qui lui est plus que probable de Bernardo Silva. Non, c'est confirmé. Ouais. Confirmé. C'est Fin de contrat, c'est terminé. Il quitte le club à la fin de la saison. Bah, c'est même pas un chapitre qui se referme. Hein. C'est un livre complet, j'ai l'impression. KDB qui est récemment parti. Rodri peut-être sur le départ. Bernardo Silva qui s'en va. Je ne sais pas qui va réécrire l'histoire derrière ça. On parlait du contraste entre City et Chelsea. Ça fait 9 ans qu'il est là. Bernardo Silva, il fait partie de cette longue liste de joueurs qui sont restés 9 ans, 10 ans. De Bruyne, Agüero, David Silva, il y en a toute Compagnie une à l'époque comme ça. aussi. Compagnie qui est resté aussi, je crois, 8 ou 9 ans au moins. Donc voilà, il y a cette fidélisation. Après, c'est plus facile évidemment dans un club qui gagne un titre quasiment tous les ans. Mais voilà, quel parcours quand même exceptionnel. Ça faisait déjà 2-3 ans que Bernardo Silva parlait de ses envies de quitter le club et de retourner vers l'Espagne, vers le Portugal, en tout cas vers le sud. En tout cas, Bernardo Silva, pour l'instant, il est encore là. Et avec le brassard de capitaine. Regardez cette petite séquence qui est sympa. C'est comme si vous faisiez partie du 11 de base de City face à Liverpool. Allez les gars, montrez-leur qu'on joue à domicile, soyez agressifs. Encore une clean sheet. Le message est bien passé, 4-0. Ouais. Bah oui, c'est du Bernardo Silva. Hein. Bon, il a été un peu aidé par les circonstances, mais oui. Un peu par Liverpool, oui, la faiblesse de Liverpool. Enfin, bon, voilà. Après, qualification de City pour les demi-finales. Demi-finale, donc, à jouer contre Southampton. Victoire en Coupe de la Ligue. City, à nouveau, gonflé à bloc, je pense, quand même, avant le sprint final. Et alors, 3 buts de Haaland aussi, dans ce match face à Liverpool. Ces derniers temps, il marquait un petit peu moins, mais là, il a quand même retrouvé sa force de frappe. Quand on voit ses stats, c'est quand même 33 buts en 44 matchs. Mais pour lui, c'est pas assez. Parce qu'il est devenu aussi perfectionniste, je pense, que son manager. Ça fait 4 ans qu'il se côtoie avec Pep maintenant. Oui, d'office, perfectionniste, on va l'entendre dans un petit instant. Je vais simplement rappeler que c'est son 12e triplé, Jean-François, depuis qu'il est à Manchester City. Il peut aussi, de temps en temps, s'accorder une petite période en rien moins bonne. Ah ben oui, mais il est extraordinaire, phénoménal, quoi. Je trouve que... Après... il y a la richesse du noyau de City ça fait aussi qu'aujourd'hui, regardez, Semenyo, Doku, Cherki, tout le monde est presque à son service pour lui donner les meilleurs ballons possibles dans les 16 mètres. Et donc, comme c'est un buteur diabolique, voilà, ses stats sont absolument grandioses. Je rappelle aussi qu'il a ramené la Norvège en Coupe du Monde. Et que ils ont aussi là une solide équipe. Donc c'est vraiment parmi tous les attaquants du monde pour le moment, c'est le plus grand, je sais pas, le plus grand taille, mais il a une efficacité redoutable. Et pour terminer cette saison, je pense que City en aura réellement bien besoin. Ouais, oui, je pense qu'effectivement, c'est le top mondial au niveau, déjà rien que par sa stature. Tu disais que la Norvège, il y a quelques émissions, tu avais dit que la Norvège ne faisait pas partie des c'est moi qui ai dit ça. Des favoris au niveau des pronostics d'Opta ou non, t'as pas dit ça toi? Non. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ah, c'est Philippe Damant alors. C'est Philippe Damant. Ouais. On lui demandera la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Ce sont uniquement des pronostics. Bon, Haaland, on va l'écouter après le match contre Liverpool parce qu'on l'entend pas souvent en fait, Erling Haaland à l'interview. Et puis aussi une petite réaction d'un autre grand attaquant, mais pas, oui, par le talent, mais pas par la taille parce qu'il était petit. Enfin, il est toujours petit. Il a joué à Manchester City, mais surtout évidemment à Liverpool dans les années 90 et 2000. C'est Robbie Fowler. Been some time since I've done it now for City, so I think it's about time that I did it again. So yeah, another hat trick is always nice and special. So I'm super happy. Yeah, you have scored a lot of goals this season, but I know you're your own worst critic. How have you viewed your season as a whole?
I think it's been a bit too much up and down, which is not good enough. Again, I cannot keep on thinking about what I could have done differently or what didn't happen or what happened. I have to think about the next game. I mean that's astonishing. 30-odd goals now, and he's still talking about, could do better. I mean, it just shows you the measure of the man. And a lot of footballers now are perfectionists without really being the perfect players. He can be the perfect striker, talking about, I can do better after scoring 30-odd goals, and he wants to do better, which I love. Ouais, Fowler a dit 30 buts, mais c'est 33. Hein, donc, et ça fait un total de 157 buts en 190 matchs pour Erling Haaland, qui est effectivement un phénomène. Oui. Fowler, c'est 163 buts en première ligue dans sa carrière. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'était il y a quelques années, mais on se souvient du côté... Et il devait partager les buts, puisqu'il avait un certain Michael Owen. Il y avait Michael Owen, ballon d'or aussi, c'est vrai. C'était une autre époque, mais une grande équipe de Liverpool aussi à l'époque. Bon, là, on vient de parler du côté offensif de City. Au niveau défensif, City a aligné 2 clean sheets en finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool. Et dans cette défense, on retrouve quand même quelqu'un qui a peut-être fait son trou et qui est titulaire depuis maintenant, je crois, le début du mois de mars. C'est Kuzanov. Alors, titulaire avec Gueye ou avec Ake ou avec Diaz. Mais j'ai l'impression qu'il prend du galon dans cette équipe, non ? Ouais, il profite un petit peu des blessures aussi. Parce que Diaz est blessé, Stones est blessé, Gvardiol est blessé, donc forcément il a plus de temps de jeu. Mais bon, il a saisi sa chance. Il a fait un gros match contre Liverpool. Il a fait un grand match contre Liverpool, effectivement. Et j'ai vu ce tacle sur Havertz notamment qui était incroyable. Et d'ailleurs, depuis, dans son pays natal, en Ouzbékistan, on dit que vous soyez percuté par un train ou par Kuzanov, c'est le même résultat. Ouais. Enfin, une très belle intervention aussi sur Salah à un moment donné, parce qu'il avait quand même aussi Salah dans les pattes. Donc même si Salah, c'est pas exceptionnel pour l'instant, oui. Alors physiquement, il est impressionnant, 1m85, 86, Kuzanov, mais c'est surtout sa vitesse de pointe. C'est le défenseur le plus rapide cette saison en Ligue des Champions. Ouais. Jean-François, il a été élu joueur du mois de mars. Par les supporters de Manchester City. On le voit plus jouer qu'avant, bien entendu. On voit quand même par rapport à son attitude, qu'il a quelque chose, qu'il a du talent. Il lui a fallu un petit temps pour s'adapter, mais voilà, c'est normal aussi, il n'a que 22 ans. Hein. Et puis il vient de Ligue 1. Oui, mais ça remet au centre des débats le système de recrutement de Manchester City, qui se trompe quand même peu souvent. Vous savez qu'il y a eu cette transition aussi dans la direction sportive du côté de City, et donc il fallait continuer à faire du recrutement intéressant, et je pense qu'il en est la preuve. Il apporte aujourd'hui à City ce qu'il manque en défense depuis maintenant un petit temps, par le fait que les autres aussi prennent de l'âge, c'est la vitesse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que Pep Guardiola aligne comme paire défensive, c'est lui qui a de la vitesse, et Gueye qui apporte aussi quelque chose. Donc, je pense que le futur de Chelsea, de City, j'allais dire de Chelsea, le futur de City se situe là. Reste à savoir maintenant, au niveau de la concurrence, ce que Guardiola va faire quand tout le monde sera fit. Mais comme il joue pour le moment, c'est très compliqué, voire impossible de l'enlever de l'équipe. Ouais. Et on se souvient, Ben, de ses débuts extrêmement compliqués. Son premier match, je crois, en janvier 2025, ou après 2 quand minutes. il arrive, contre Chelsea, mais à City, il flanche complètement, et on avait même pitié de lui, parce qu'on s'est dit, pour un jeune comme ça, faire des erreurs et connaître des débuts pareils, c'est terrible. C'était Welcome to the Premier League. Welcome to the Premier League, oui, c'était... il parlait pas l'anglais non plus. Il parlait pas l'anglais. Très compliqué. D'ailleurs, City était dans une mauvaise passe. Il y avait beaucoup d'absents. Il a été mis dans l'équipe comme ça par Guardiola, c'était pas un cadeau à l'époque. Mais là, il est lancé, il va prendre du galon, et finalement, comme Haaland, il va disputer une Coupe du Monde avec l'Ouzbékistan, il va affronter la Colombie, le Portugal, le Congo. Donc voilà, c'est un joueur qui va monter en puissance encore. Voilà pour ce match entre Chelsea et City. Jean-François, tu restes encore un petit peu avec nous si tu as encore quelques minutes, parce qu'on va parler d'une autre affiche. Mais là, on n'est pas du tout dans le contexte du haut du tableau, mais c'est aussi l'actualité. C'est le premier match de De Zerbi sur le banc de Tottenham, et j'imagine que tu es curieux de voir ça aussi, non ? Je suis curieux de vous écouter, et puis de voir le match. De donner un petit peu mon avis aussi sur Tottenham, et voilà, et cette fin de saison. Ouais, Sunderland-Tottenham, donc dimanche à 15h, avec une question
De Zerbi sera-t-il le sauveur de Tottenham? C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir posé déjà cette question il y a quelques semaines. Il y a 44 jours. Hein, il y a 44 jours et un peu plus. Il le faut. Hein, il le faut. Pas sûr, mais il le faut. Pas sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment le genre d'entraîneur qu'on peut balancer comme ça dans une équipe en crise, qui en quelques matchs va pouvoir jouer les pompiers de service. C'est pas le profil qu'il semble avoir montré, en tout cas plutôt dans sa carrière. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui aime l'esthétique, qui aime avoir 50 passes depuis le gardien pour arriver devant le but adverse et marquer. Donc je ne sais pas s'il est capable d'aider une équipe qui est en crise, parce que c'est très chaotique du côté de Tottenham, encore plus avec le passage de Tudor. Donc moi je pense que ça va être très compliqué. Jean-François, tu étais perplexe lorsque Tudor a signé. Est-ce que tu es perplexe depuis que De Zerbi a signé? Oui, ceci dit, le fait que Tudor soit resté aussi peu de temps, ça crédibilise ce qu'on a dit quand même s'il faut penser aussi que sur un plan personnel, ça n'a pas été facile pour lui puisqu'il a perdu son papa. Je pense que de toute façon, dans ce contexte-là, c'était difficile aussi pour lui d'assumer cette tâche de sauver Tottenham de la relégation. Après De Zerbi, moi, ce qui m'étonne, c'est le fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Serge vient de dire, c'est un peu un romantique du football. Quand il était à Brighton, il a apporté ce côté très esthétique au jeu. Est-ce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour se sauver? Après, il a un noyau très riche à sa disposition, mais moi, ce qui m'interpelle, au-delà de ça, c'est ce que la direction de Tottenham fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire lui faire confiance, c'est une chose, lui donner un contrat de 5 ans, c'en est une autre, parce qu'ils sont en train de payer des entrées. Ils en payent combien, alors, en même temps, pour l'instant? Je ne sais pas, mais c'est assez étonnant ce qui se passe dans la direction sportive de Tottenham. Donc, je pense qu'il y a deux aspects. Le court terme, les sauver. Je souhaite pour eux que De Zerbi soit l'homme providentiel. Après, j'ai, comme Serge, un petit doute sur simplement ce qu'il prône comme football, et je pense que dans une période comme ça où il faut absolument prendre des points, je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit la meilleure option, et l'avenir lui donnera raison ou pas. Mais moi, ce qui m'étonne, en tout cas, ce sont ces 50 contrats. Ça m'étonne. Alors oui, ça effectivement c'est étonnant, 50 contrats et surtout un salaire de 13,7 millions d'euros par an. C'est le deuxième entraîneur désormais le mieux payé de Première Ligue derrière Guardiola qui, par parenthèse, lui en gagne 23 millions. 50 contrats. Alors on sait que du côté de Tottenham, pour l'instant, les entraîneurs, ils risquent quoi? Enfin, pas longtemps, mais... Surtout que s'il tombe en Championship, son côté romantique, là... S'il tombe en Championship, et comme disait Jean-François, ils doivent encore quand même payer des indemnités à Thomas Frank, à Postecoglou. Postecoglou, peut-être pas, parce qu'il a déjà trouvé, il a déjà entraîné ailleurs, mais bon, quand même, ça a dû coûter, ils ont dû quand même se mettre d'accord. Donc oui, c'est... Surtout que Tottenham a la réputation d'être un club plutôt radin, il faut le dire. Hein, quand même des espèces de salary cap, et là... Ils ont décidé d'aller donner une petite fortune à un entraîneur comme De Zerbi, qui reste quand même sur un échec ou un demi-échec à Marseille. Il n'a pas prouvé grand-chose quand même. Non, mais au moins, il sait où il met les pieds. Tudor ne le savait pas. De Zerbi, c'est 2 saisons en Première Ligue entre 2022 et 2024 à Brighton. Il connaît le football anglais. Ligue un peu mieux. Oui. Il connaît la presse, il connaît la pression. Et il n'a jamais joué le maintien. Il n'a pas joué le maintien, c'est vrai. Mais là, il a quand même un noyau de qualité à disposition. Il y a le retour de Kudus, aussi de blessure, qui va pouvoir faire le lien entre le milieu et l'attaque. Un noyau de qualité, je ne sais plus exactement, c'est quoi, 15 défaites au moins à Tottenham cette saison? Oui, mais deux victoires seulement à domicile. Et pas de victoire en 2026. Pas de victoire en 2026. Plus de victoire mais il a raison. Un noyau de qualité, il n'y a pas d'équipe pour le moment. Non, mais il a raison, et on l'a dit tout au long de la saison, il y a de la qualité. Maintenant, il y a eu beaucoup de blessés tout au long de la saison. Et depuis les entraînements, depuis vendredi, il n'y a que des retours positifs, selon les insiders de la part des joueurs. Ok, Tottenham est 16e avec un petit point de plus que West Ham. Et je vous rappelle que West Ham accueille Wolverhampton ce week-end. Donc, en principe, les 3 points sont à la portée de West Ham, même si on ne sait jamais. Cette équipe de Tottenham, effectivement, n'a pas gagné en 2026. On va écouter Roberto De Zerbi, interview à son arrivée au club, interview réalisée par le club de Tottenham. On écoute son message. I'm very happy and very proud to be here. I consider Tottenham one of the most important clubs
in the world. I watched a lot of games, especially in the last period. I know very well the players. I love football, so I watch many games per week. I know very well it's a tough moment, it's a difficult moment for everyone of Tottenham. I think we have the right qualities to come out from this moment. We have to play with courage, we have to play with the qualities of the players, because if I accepted this challenge is because I have a big confidence in the players. For me, Tottenham, especially in this moment, is maybe the most important challenge in my career. I signed 5 years of contract because for me, is a big challenge, and I will be the coach of Tottenham next season, no matter what. Il sera là la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Et à ce prix-là... Est-ce que c'est pas le cas, est-ce que c'est pas le casse du siècle? Je le crois, effectivement. Être le deuxième manager le mieux payé de Première Ligue en arrivant à 6-7 matchs de la fin dans une équipe qui est 17e, franchement. Et qui va peut-être tomber en 5 ans. Et qui va peut-être tomber en Champions League. Je crois que c'est le casse du siècle. Il a un très bon agent. Sans doute. Bon, ben, on verra bien. Jean-François, bonne nouvelle pour Tottenham. Tottenham joue à l'extérieur. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, parce qu'à domicile, c'est à Sunderland quand même. C'est à Sunderland, mais c'est à l'extérieur. C'est déjà mieux qu'à domicile, puisqu'à domicile, c'est 2 victoires seulement. Dernier bilan à domicile, 10 points sur 48. Oui. Juste encore un petit mot sur De Zerbi, parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais quand on regarde à la fois son parcours, alors ok, il y a Brighton, mais à Brighton, quand on regarde, ok, il a fait des résultats exceptionnels, parce qu'à l'époque, ça a été la rencontre d'un coach avec un club qui découvre des talents, et ça a bien fonctionné. Après, sur le reste, j'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce qu'il bénéficie d'une telle notoriété à côté des résultats qu'il a opérés. Puis quand vous entendez son interview, je me demande quel entraîneur n'aurait pas pu dire exactement la même chose. C'est extrêmement conventionnel ce qu'il dit. Maintenant, la seule vérité, ce sera celle du terrain. Ça va commencer à Sunderland. C'est un déplacement extrêmement compliqué, et je suis curieux d'entendre ce qu'il sera dit si à la fin de ce week-end les choses ne sont pas positives. Donc attendons un petit peu, soyons prudents. Maintenant, je souhaite évidemment le meilleur à la fois pour De Zerbi et pour Tottenham. C'est vrai qu'ils sont plus à l'aise à l'extérieur, mais après tous les contextes c'est différent. Aujourd'hui, on va voir dans quel état d'esprit ils vont aller jouer à Sunderland, parce que comme c'est un romantique du football, comme disait Serge il y a tout à l'heure, est-ce qu'il va vouloir montrer que regardez, moi je suis là, je mets une empreinte, on va jouer on va repartir de derrière, et puis vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Et quand on est une équipe en plus en difficulté, les événements ont tendance parfois à se retourner contre vous. Et donc voilà, je leur souhaite évidemment pas, mais je suis pas non plus, et je pense que les supporters de Tottenham globalement ne sont pas non plus rassurés de ce qui se passe pour le moment. Et je ne pense pas que la venue de De Zerbi soit, pour l'instant en tout cas, totalement, je dirais, quelque chose qui va leur rendre le sourire, et uniquement ça, quoi. On verra. Ben, tu veux dire? Ouais, le dernier déplacement en tant que coach de De Zerbi s'est soldé par un 5-0 au PSG, défaite de Marseille. C'est pas de bon augure pour ce déplacement à Sunderland. Non, mais enfin bon, voilà, cette page-là, elle est tournée. Maintenant, c'est une autre qui s'ouvre. Moi, je me souviens d'une réflexion que tu as faite il n'y a pas longtemps, Serge. Tu as dit, moi, je vois bien Tottenham ne plus gagner une rencontre d'ici la fin de saison. Non. On va voir le programme. C'est une possibilité. J'ai dit que c'était pas un souhait. Non, pas un souhait, mais pour l'instant, tu as raison. Pour le moment. Pour l'instant. Mais bon, on ne le souhaite pas. D'ailleurs, on pense à notre ami Thomas, qui est supporter de Tottenham, qui était venu il n'y a pas longtemps. Et on pense à lui et aux supporters de Tottenham, parce que c'est vraiment dramatique de vivre une saison pareille. Voici le programme des Spurs. Mais il y a quand même 2 déplacements là. Oui, et puis tous les déplacements sont compliqués, parce que même à Wolverhampton se bat comme s'il pouvait encore se sauver, donc ça va pas être un déplacement facile. Et puis la réception de Leeds, qui est quand même toujours un concurrent direct. Brighton, ce sera spécial évidemment pour De Zerbi, donc c'est que des matchs compliqués. Ouais.
Tottenham qui n'a plus quitté la Première Ligue depuis 1978, hein, je vous rappelle. Alors cette équipe va à Sunderland, Sunderland qui est 11e à l'heure actuelle, équipe promue qui s'est rapidement rassurée cette saison en prenant beaucoup de points en début de saison. C'est un petit peu moins bon, un petit peu moins rentable pour le moment, mais globalement, quand on voit les stats comme ça, c'est pas mal quand même, hein, pour un club qui... L'objectif est qui atteint. monte, hein. L'objectif, c'était est se maintenir. se Parce que, maintenir assez rapidement. voilà, on sait que ces dernières saisons, c'est les clubs qui montaient, qui redescendaient tout de suite. Donc voilà, Sunderland qui n'avait plus connu la Première Ligue depuis tellement longtemps, avec un effectif où il n'y a pas vraiment de joueurs ou de noms qui sortent du lot. Il y a eu pas mal de changements d'ailleurs entre l'équipe de Championship de Première Ligue. Elle s'est bien renforcée, elle a assuré, surtout à domicile, hein, d'ailleurs, même s'ils ont quelques défaites maintenant depuis les derniers matchs. À domicile, c'est du solide. Et franchement, chapeau à Sunderland. Ils font quand même une saison assez exceptionnelle, on peut le dire. Ouais. Ouais, les Black Caps qui étaient quand même dans les places européennes jusqu'à la 19e, 20e journée. 6e, oui. C'était le club qui était le plus touché par les départs de joueurs vers la CAN. Il y avait 7 joueurs de Sunderland quand même de l'effectif qui sont allés disputer la CAN. Et c'est là qu'il y a eu ce petit déclin et qui sont rentrés logiquement dans le rang. 2 victoires dans le derby. Ah oui, ça, Ouais, ça- rien que ça, Ouais, déjà, mais la saison, elle est c'est À dramatique. domicile, au Bah, Newcastle, évidemment. à domicile et à Évidemment. l'extérieur. Bah, évidemment. C'est unique pour le club de Je suis sûr Sunderland. qu'ils hein. préfèrent battre 2 fois Newcastle que de gagner la Coupe de la Ligue, par exemple. Oui, oui. Et bravo quand même à l'entraîneur, hein, Régis Lebris, Ouais, qui fait du boulot. Ouais. parce qu'il y a quand même 18 nouveaux joueurs par rapport à l'année dernière dans cette équipe. Et il a réussi à trouver quand même un point d'équilibre. Et dans cette équipe, n'oublions pas qu'il y a quand même Noah Sadiki, qu'on a bien connu chez nous en Belgique, évidemment, et qui s'est imposé aussi dans cette équipe. Jean-François, notamment aux côtés de Chaka, il a beaucoup de temps de jeu, et c'est pas mal quand même pour une première saison en Première Ligue, pour franchir le cap. C'est pas mal, c'est très très bien. C'est vraiment très très voilà. bien ce qu'il fait cette année-ci, parce que ce qui est absolument incroyable pour Noah, c'est de le voir d'abord s'imposer en Angleterre. Après, moi, je suis pas tellement étonné, parce que je trouve qu'il a un caractère hors du commun, et sur un terrain, c'est non seulement un joueur qui court énormément, qui arrache énormément de ballons, mais qui, de par sa formation aussi au Sporting Anderlecht, a un jeu propre. Donc, c'est vraiment un joueur hyper intéressant, qui intéresse d'ailleurs d'autres clubs de Première Ligue déjà à l'heure actuelle. Et puis, il faut aussi souligner cette qualification qu'il a ramenée avec le Congo pour la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment, et regardez, cette communion avec le public, franchement, s'imposer à ce point-là en Première Ligue, en l'espace de quelques mois finalement, c'est assez fantastique, hein, ce qu'il a réussi. Il a mis le public effectivement dans sa poche par ses prestations. À l'image de l'équipe, mais c'est chouette, hein, ces images-là. C'est quand même toujours... Et il y a de l'ambiance là-bas, hein, du côté de Il y a une Sunderland. hype aussi avec la série Netflix qui a C'est vrai, cartonné. Tout le monde s'intéresse désormais à Sunderland. Oui, mais ils ont quand même ils ont amené des joueurs qui ont le profil du club, C'est vrai. avec beaucoup d'intensité, avec voilà, cette espèce de caractère propre à Sunderland. Il y a d'autres anciens de notre championnat. Talbi fait une bonne saison vrai. aussi. Il y a Angulo qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, non, c'est un club très intéressant qui fait vraiment une très bonne saison. Ouais, et surtout, comme tu le disais, avec tous les changements qu'il y a eu durant l'été, monter en Première Ligue avec un entraîneur qui a dû composer Il a avec... bricolé, hein, quand même. Comment il a dû bricoler. Quand Ah même. oui, mais il a dû bricoler, mais il a bien bricoleur. bricolé. Ah, Le, excellent. le bricoleur. Allez, joli. Voilà, oui, tu l'as connu aussi chez les U18 et les U19, je pense, Sadiki, ou pas, non? Oui. Ouais, Donc, absolument, absolument. Et j'avais mis d'ailleurs, j'ai un souvenir comme ça, parce que pour son côté leader, après une victoire, c'est lui qui animait évidemment les après-matchs dans le vestiaire. J'avais pris d'ailleurs à l'époque une vidéo que j'avais partagée sur mes réseaux sociaux et qui avait cartonné, parce que c'est un gars que les gens aiment bien en plus. Il a un sens de la communication, il a un sens de la fête, il a un sens très jovial, et c'est vraiment un chouette gars. Donc moi je trouve que ce qui lui arrive pour le moment, c'est bien, c'est bien. Au même titre que les autres, je suis d'accord, mais les autres Belgicains, on va dire ça comme ça, qui étaient dans notre compétition, mais lui plus que les autres, je trouve, marque cette saison de Sunderland, de son empreinte. Et puis après, on a dit qu'il y avait des clubs qui s'intéressaient à lui. Moi, je ne suis pas étonné de assez rapidement le voir bouger pour aller dans un autre club, parce que il associe
à la fois cet esprit guerrier, le volume de course, je pense qu'il est le deuxième joueur à courir le plus en première ligue. Enfin, en tout cas, il l'était à l'époque dans une statistique. Donc, c'est vraiment un gars super chouette à côtoyer et un joueur sur lequel vous pouvez, de toute façon et dans tous les cas, compter, quoi qu'il arrive. Même quand c'est un moins bon jour pour lui, il y a une chose que vous ne pouvez pas lui enlever, c'est son volume et son abattage dans une rencontre. Et comme tu l'as dit, il jouera donc la Coupe du Monde avec le Congo, puisque le Congo s'est qualifié, première qualification pour les Congolais depuis 1974, 52 ans. On les félicite, on a une pensée, même si on l'a dit déjà la semaine dernière, pour toute notre communauté congolaise en Belgique. Jean-François, on va te quitter ici. Écoute, amuse-toi bien à Londres, enjoy your game. Merci, hein. Merci. Si tu croises juste une Rosenior, petite question. si tu Oui, croises vas-y. Rosenior, tu lui dis de se calmer un peu. Et de... Oui, ça va, je lui demanderai. Puis rassure-moi, juste avant qu'on ne se quitte, tu commences Stuttgart ce week-end, j'espère. Évidemment. Ah ben voilà, merci. Mais ce sera, je ne sais, mais on va voir le programme de la Bundesliga un petit peu après. Je pense pas qu'on soit en concurrence. Hein. Ah ben voilà, ça c'est le programme. Ça, c'est le programme de la Première Ligue. Mais on verra le programme de la Bundesliga un petit peu plus tard. West Ham, Wolverhampton, important évidemment pour le maintien. Arsenal, Bournemouth, on en a parlé. Brentford, Everton, c'est avec toi, Serge. Exactly. Liverpool, Fulham. On verra si les Reds vont quand même redresser un petit peu la tête. Et puis dimanche, Sunderland, Tottenham, voilà. On en a parlé. Nottingham Forest, Aston Villa, important quand même pour Villa aussi, le top 4. Chelsea, City et United, qui est confortablement installé désormais dans le top 4, accueille Leeds. Ce sera le dernier match de cette journée. Ce sera lundi. Et justement, Liverpool et Chelsea sont sous pression. Hein. Il faut être dans le top 5 pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Rater la Ligue des Champions serait une catastrophe pour l'un comme pour l'autre. Exact. Voilà, Jean-François, comme ça, tu as le programme aussi complet de la Première Ligue sur Play Sport. On te voit, j'imagine, la semaine prochaine. Oui. Ici même, la semaine prochaine. en chair et en os. À bientôt. Bon voyage, bon week-end, bonne ciao. semaine. Salut JF. Voilà pour notre chapitre anglais. On va passer maintenant à l'Allemagne. Allez, on y va. L'Allemagne, avec pour commencer un regard sur les prestations des Belges. L'infographie habituelle, il y a 5 Belges qui ont été titulaires: De Man, Van de Voort, Linen, Théâtre, qui revient de blessure mais qui est à nouveau titulaire, Sambi. C'est assez habituel ça. Ouais. C'est bien pour Théâtre qui était revenu juste avant la trêve internationale, qui a joué avec la Belgique et qui est reparti. Joué, mais bon. Oui, mais voilà, il est reparti de plus belle, je pense, pour cette fin de saison. Et alors, il faut quand même tirer un petit coup de chapeau à Alessio Castro Montes. On l'a vu, il a marqué un but avec Cologne à Francfort, 2-2. Il est monté à la 82e, il a marqué à la 83e. C'est pas mal. Son premier but, bravo à lui. Premier but. Ouais, c'est un bon joueur et c'est pas facile de s'imposer en Allemagne. On le voit cette saison pour Bakayoko et pour Mbangula. On l'a vu aussi très récemment pour Hugo Siquet du côté de Fribourg. Mais Castro Montes, c'est un gars polyvalent. Hein. C'est un milieu de terrain de formation. Il peut jouer à gauche, à droite, à gauche. On y a cru beaucoup quand même au Standard et en Anderlecht à une époque. Et puis il est surtout très intelligent. Félicitations à lui. Ouais. Il n'a pas énormément joué depuis son arrivée en septembre. Il a participé à 9 matchs, 1 but, 3 assists. C'est un point important que Cologne a pris parce qu'ils sont ils sont juste au-dessus des relégables. Ils sont juste au-dessus du barragiste, Saint-Pauli. Il s'est blessé fin janvier alors qu'il avait enfin trouvé sa place de titulaire. Donc c'était son retour, c'est pas mal. Pardon. Pour le reste, en Allemagne, le Bayern qui a gagné 1-2 ce mardi au Real quand même. Pas mal, file vers le titre, mais le week-end dernier, ça a quand même été un petit peu compliqué pour le Bayern qui a eu peur à Fribourg, 2-3 victoires, mais 2 buts dans le temps additionnel. Le Bayern... Je n'ai même pas l'impression que c'était compliqué, moi. J'étais mené 2-0, mais il n'y a pas eu de panique. Exactement, mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Mais est-ce qu'il ne se lance pas des challenges? Peut-être, ouais. Et je pense qu'au match aller aussi, face à Saint-Pauli, c'était quelque chose comme ça. Le nombre de fois, il faudrait faire le total, où ils ont émergé comme cela
Ici, c'est à la 99e, hein, donc c'est vraiment alors qu'il y avait 8 minutes de temps, additionnel. Voilà. Non, c'était impressionnant. Vraiment. Le Bayern joue à 5 poulies ce week-end. Mais l'affiche du week-end en Allemagne, il va opposer Dortmund à Leverkusen. Dortmund qui est deuxième, confortablement installé à cette position, et Leverkusen 6e seulement. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que c'est une saison ratée pour le Bayer Leverkusen, les gars? Pas encore. Non. Pas encore. Pas loin. Non, mais il y a la demi-finale de la Pokal quand même. Ça, c'est vrai aussi. Ils peuvent encore aller chercher au moins un titre. Puis si une saison ratée, c'est quand même avoir in fine un ticket européen. Il faut l'avoir. C'est pas si mal, ne fût-ce que la Conference League. Après, c'est vrai qu'on attend mieux de Leverkusen, mais c'est une équipe toujours en transition avec beaucoup de jeunes joueurs. Si on la compare aux Invincibles, évidemment, c'est une saison ratée, mais le contexte est quand même différent avec un coach qui a été viré après, c'était quoi, 3 journées 2 journées. 2 journées en début de saison. Donc voilà, il a fallu quand même retomber sur ses pattes. Beau parcours en Ligue des Champions quand même, hein, ils sont battus finalement par Arsenal. Ils sont toujours dans la course pour aller chercher le top 4. Hein. Ils sont quand même qu'à 4 points. Donc, il reste 18 points à prendre. Ça dépendra de la fin de saison et de ce qu'ils vont réussir à faire en Pokal. Ouais. Ils ne seront pas rattrapés par Francfort qui est juste derrière à 10 points, je pense, 7e. Donc oui, ils seront dans le top 6. Donc voilà, saison ratée. Puis on est en train de paver l'avenir. Si on prend la moyenne, je sais pas moi, des délégations de Leverkusen, le top 6, c'est quand même c'est une saison normale. Oui, c'est parce qu'il y a 2 ans, ils étaient champions, etc. Avec Xavi Alonso, c'est peut-être pour ça aussi qu'on pense toujours au Bayern. Ouais. Et puis, Hincapié parti, Jonathan Tah parti, Frimpong parti. Ils doivent reconstruire une base défensive. On a acheté Kwanzaa, on a acheté Baldé de Séville, mais ça prend un peu de temps. La demi-finale de la Coupe, c'est contre le Bayern. Hein. Ouais. Donc, enfin bon, ils sont quand même là. Ils ont été éliminés aussi en Ligue des Champions. C'est par Arsenal hein, qu'ils ont été éliminés en 8e de finale de Ligue des Champions. Et puis, on peut aussi revenir un petit peu en arrière. Vous vous souvenez du début de saison, les 2 matchs avec Tenag, 1/6, avec une défaite contre Offenheim. Ok, Offenheim a fait une bonne saison, un partage au Werder. On s'était dit, c'est pas grave, ok, ils sont trompés d'entraîneur, ils ont changé, maintenant ça va aller mieux, mais peut-être que ces points-là vont leur coûter cher in fine. À voir. Non ? Oui. Peut-être. Bon, alors, un mot aussi sur le Borussia Dortmund, qui est 2e depuis... Depuis toujours. En fait, il est premier de l'autre championnat. Depuis toujours. Le premier du 2e championnat d'Allemagne. 2 défaites seulement cette saison. On l'a encore dit la semaine dernière. 2 défaites contre le Bayern. 0-2. Il gagne 0-2 à Stuttgart le week-end dernier. Alors, j'ai fait le match. Je peux vous assurer que c'était vraiment très, très pauvre. Avec une équipe de Dortmund qui est restée derrière, qui est sortie 2 fois dans le temps additionnel et qui a marqué 2 buts. Pour le reste, on n'a rien vu. Mais ils ont gagné. Voilà. Il me semble que ça fait quelques semaines que c'est comme ça, où ils font pas des prestations exceptionnelles, mais ils ont toujours ce petit truc pour aller gagner ou au pire partager. Ils se sont sortis d'un ce qui aurait pu être un trauma. Il y a l'élimination contre l'Atalanta que personne n'avait vu venir au vu du match aller. Il y a cette défaite ensuite contre le Bayern, mais derrière, on va le voir. Il y a quand même 4 victoires consécutives, pas toujours avec la manière, certes, mais ce sont des victoires importantes pour s'esseler à la 2e position, ça c'est certain. 4 matchs, effectivement, 4 victoires pour Dortmund depuis cette défaite contre le Bayern. 9 buts marqués, 3 buts encaissés. Il y a quand même quelques tensions dans le club, hein, même si la saison est bonne. On en a aussi parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Schlotterbeck va rester ou pas, on parle de lui au Bayern. Zule, Oskan, Brandt, qui est un ex de Leverkusen, ils ont tous reçu leur bon de sortie. C'est un peu bizarre quand même aussi là-bas, non ? Après, il y a un vivier à Dortmund. Hein. Il y a de jeunes talents et je pense que le nom est suffisamment bon pour attirer d'autres talents venus d'ailleurs. Chukwuemeka, Serge, il a une particularité dans ses stats. Oui, c'est assez étonnant parce qu'il arrive tout doucement à la barre des 100 matchs en club. Et la particularité, c'est qu'il n'a jamais joué 90 minutes ou en tout cas un match entier. Il les a soit commencé avec Aston Villa, Chelsea et Dortmund aujourd'hui, soit de pas commencer et rentrer en cours de jeu, soit de commencer et pas terminer le match. J'ai jamais entendu un truc pareil. 100 matchs. Je crois qu'il est à 98 maintenant, hein, donc il arrive aux 100 matchs et il n'a jamais joué un match entier. À Aston Villa et
à Dortmund, c'est ça, dans les deux Ouais, et clubs. Chelsea aussi. Et Chelsea aussi. Mais je crois qu'avec l'Autriche, il a disputé un match Ah. en entier. Parce qu'il a été récemment appelé avec la sélection Oui, autrichienne. Sur le dernier match, non, mais peut-être si on remonte un peu plus loin, oui, il en a peut-être joué en entier, mais en club, jamais. C'est vrai que la semaine dernière, il est sorti à la 64e minute. Il a été remplacé par Adeyemi. C'est l'un ou l'autre en général dans cette équipe de Dortmund. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la question, de l'actualité en Angleterre et en Allemagne. On rappelle aussi le programme de la Bundesliga ce week-end sur Play Sport. Vendredi, Augsbourg-Offenheim. Offenheim qui est en perte de vitesse. Dortmund-Leverkusen, c'est l'affiche. Le Bayern va à St. Pauli. Stuttgart face à Hambourg. Stuttgart qui est dans une bonne dynamique vraiment. Ça, c'est le programme de l'Allemagne. L'Europa League, n'oublions pas que ce jeudi, il y a des matchs d'Europa League et de Conference League. Rayo Vallecano, AEK Athènes, c'est avec toi, Serge? Oui, il y a toujours beaucoup d'ambiance. C'est un tout petit stade, Royal Vallecano, mais ça va être chaud face à Athènes. Et puis Porto Nottingham Forest, ce sera avec Philippe Daman, c'est l'Europa League. Et puis la Conference League, Palace face à la Fiorentina, ce sera avec moi. On vous rappelle aussi pour terminer cette émission, comme d'habitude, que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Facebook, X et Instagram. On rappelle encore une fois également que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo. Merci Ben. Avec plaisir. Merci Serge, c'était un plaisir de vous accueillir comme chaque fois. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous pour votre fidélité au PLB Club. Prochaine émission mercredi prochain. Évidemment, belle semaine et bon week-end. À bientôt. Bye bye.